Au moment même où vous regardez cette vidéo, le président de la Fédération de Russie se trouve on ne sait où. Peut-être à Krasnodar, dans un bunker souterrain, ou peut-être à Valdaï, dans une forteresse entourée de 12 systèmes de défense anti-aérienne. Ou peut-être à Sotchi, dans une copie identique du bureau moscovite. Et peut-être que ce n'est pas une théorie du complot. Ce que vous voyez à la télévision a été enregistré il y a 3 semaines. Aujourd'hui, je vais vous dire où se trouve réellement Poutine en ce moment, de qui il a le plus peur et qui, selon mes informations, a le plus de chances de devenir son successeur. Je vais donner un nom précis. Et pourquoi tout cela, mes amis, est en réalité une bonne nouvelle pour la liberté. C'est parti. La personne la plus influente de Russie devient de moins en moins visible, et les raisons de cela suscitent de vives inquiétudes dans le monde entier. Au cours des derniers mois, de nombreux rapports du Financial Times et d'autres sources ont signalé des changements notables dans la façon de travailler du président russe Vladimir Poutine. Il dirige le pays non depuis des bureaux luxueux ou des tribunes, mais depuis des bunkers souterrains, selon certaines informations. Le sujet d'aujourd'hui est délicat, c'est pourquoi je me base uniquement sur des sources sérieuses. Une enquête menée par le média russe iStories, le Financial Times, Project et Radio Svoboda. Aucune rumeur, aucune spéculation, aucune source interne secrète. Et je vous promets que je citerai le nom précis de celui qui pourrait devenir le prochain maître du Kremlin. Un nom rarement cité dans la presse occidentale, mais à Moscou, on le murmure de plus en plus souvent. Si vous tenez à une analyse sérieuse, abonnez-vous et activez la cloche. Bon, continuons. Où est Poutine actuellement ? Qu'est-ce que nous savons avec certitude ? Oui, ce contenu est basé sur des sources des services de renseignement européens et de l'entourage de Poutine. Poutine travaille depuis plusieurs semaines dans un bunker à Krasnodar. Pendant son absence, des messages préenregistrés sont diffusés à l'antenne. Des allocutions, des messages, des appels. Il est même strictement interdit aux cuisiniers, aux gardes du corps et aux photographes d'utiliser les transports en commun. Ils sont transportés en voiture privée. Les appareils électroniques sont interdits en présence du grand patron. Pourquoi ? Depuis mars 2026, le Service fédéral de protection a considérablement renforcé les mesures de sécurité. Et près de Moscou, des postes du Service fédéral de protection sont installés pour intercepter les drones. Le bunker de Krasnodar n'est pas le seul. Il dispose d'un système d'abri. Messieurs, je vous rappelle que le mot « abri » vient du verbe « fuir ». Un abri est un lieu où l'on se réfugie, là où l'on se cache. L'équivalent en latin est « refugium », c'est-à-dire le salut par la fuite. Pourquoi Poutine pense-t-il qu'il doit se sauver ? On dit souvent que la meilleure défense est l'attaque. Qu'est-il arrivé à Poutine ? Il n'attaque plus, il se cache. Cela n'a-t-il pas un lien avec la capture inattendue de Maduro au Venezuela ou avec les succès tout à fait étonnants de la technologie américaine contre la défense anti-aérienne russe ? Novo-Ogarevo, à 20 km de Moscou, la résidence principale, et en dessous, un complexe de commandement souterrain conçu pour résister à une frappe nucléaire. Ha ha ha. Conçu pour résister à une frappe nucléaire, exactement comme à Téhéran. Mais cela n'a pas sauvé l'ayatollah. Valdaï, 250 hectares, région de Novgorod, un palais de 4 étages. Bien sûr, à côté, il y a la maison d'Alina Kabaeva. Une maisonnette. Un détail clé découvert grâce aux images satellites. 12 systèmes Pantsir 100 autour de Valdaï. À titre de comparaison, il y en a 60 pour toute Moscou et la région de Moscou, en tenant compte de la région de Moscou. Les Pantsir protègent 20 millions de personnes. Autrement dit, un seul Pantsir protège 333 000 habitants de Moscou et de la région de Moscou. Et 12 Pantsir protègent une seule personne, mais une personne bien plus importante. Il s'appelle Vovka Morkovka. C'est un petit froussard de petite taille et un lâche terrible. Sotchi, résidence. Bokharovrouhei, avec un bunker nucléaire. Bien sûr, avec un bunker nucléaire. Déjà 2 bunkers nucléaires pour un seul personnage si précieux. C'est un petit Nabot, Krasnodar. Eh bien, où est-il parti ? Là, maintenant. Entre ces abris, il se déplace de façon à ce que personne, à part les services de renseignement américains et un cercle restreint, ne connaissent sa localisation à ce moment précis. Des bureaux triples.
Et voici un détail que Project et Radio Liberté ont découvert en même temps. C'était à la fin de l'année 25. Dans ces 3 résidences, Novo-Ogariovo, donc Sochi et Valdaï, des copies identiques de son bureau de travail ont été construites. Quand vous voyez Poutine à une table, vous ne savez pas où il se trouve. Les journalistes ont même appris à distinguer les copies grâce à des détails microscopiques. La position de la poignée de porte, la couture sur le papier peint, là l'emplacement de la lampe, là des petites taches. Pourquoi 3 bureaux identiques ? Pour que les satellites, les adversaires, les conspirateurs ne puissent donc pas déterminer à quel endroit du pays ils se trouvent. Et de là découle une deuxième question amusante. Il n'y a pas seulement 3 bureaux, il pourrait aussi y avoir 3 Poutines, présents en même temps dans différents bureaux. Est-il possible qu'une décision soit prise par un Poutine, une autre par un second Poutine et la troisième par Kabaïeva ? Le sujet des sosies est controversé, bien sûr. Dans les milieux sérieux, on évite le sujet, mais il y a des faits. L'homme politique russe et technologue politique Sergueï Markov, il me semble, a déjà dit publiquement en 2020 que Poutine avait 2 ou 3 sosies. Mince, je ne peux pas m'en souvenir exactement. Bon, d'accord, 2 ou 3 sosies. Les analystes visuels ont à plusieurs reprises noté des différences dans la forme des oreilles, dans la démarche, dans la ligne de la mâchoire, et bien lors de différentes apparitions publiques. Les oreilles, d'ailleurs, sont le signe le plus difficile à falsifier. L'esprit, c'est très facile. Le Kremlin n'a jamais catégoriquement démenti. Juste de la moquerie. Eh bien, peut-être que celui qui répond à ces questions n'est pas le vrai Peskov, mais un sosie de Peskov, ou peut-être même un 3e Peskov, qui ne sait même pas ce qu'il doit dire. Et il fait juste semblant de plaisanter. Pendant ce temps, le vrai Peskov visite secrètement ses villas en Italie, où personne ne le laisse entrer avec son propre passeport. Ils y passent leurs vacances ensemble chez Solovyov, qui était extrêmement contrarié. Après avoir acheté 3 villas dans différentes régions d'Italie, bien sûr avec son salaire et un peu avec les économies de sa femme, il ne peut plus s'y rendre maintenant. Enfermé dans les toilettes, il murmure la vérité en silence. Et puis après s'être dit à lui-même que ceux qui disent qu'il ne dit jamais la vérité mentent, il retourne à Moscou. Je ne dis pas cela ainsi car, comme on dit, je n'ai pas été aux toilettes avec Solovyov. Je dis que les faits ne l'excluent pas, et les 3 bureaux identiques donnent à cette hypothèse une base matérielle. Préparée sur le plan de l'infrastructure. Oui. Nous nous souvenons bien sûr de la façon dont Poutine, qui parle assez bien allemand en général, a rencontré Merkel de façon inattendue. De façon inattendue, ce n'était pas prévu là-bas. Dans une salle, ils se sont croisés et elle lui a dit quelque chose de loin, pour ainsi dire. Il a été complètement déconcerté quand elle lui a dit quelque chose en allemand. Un interprète s'est précipité vers lui, voulant lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Sur le visage de Merkel, il y a eu une seconde de surprise stupéfaite, puis un sourire de compréhension. C'était aussi, bien sûr, amusant lors de la signature du traité d'entraide et de protection, là, entre ces 6 anciennes républiques de l'Union soviétique. Apparemment, Poutine, au lieu de signer, a apposé un cachet. À table, il a pris le sceau appelé fac-similé et l'a frappé en le cachant des journalistes avec ses 2 mains. À cela, le président arménien Pachinian, qui n'était pas encore expérimenté en diplomatie à l'époque, oui, a réagi par un rire nerveux. Puis, il est devenu terriblement gêné. Il a soi-disant pris en photo la signature de Poutine sur le document, puis pendant 2 ou 3 ans, il n'a pas souri une seule fois. La menace extérieure n'est pas la principale. Pourquoi et dans quel but tout cela ? La version officielle, ce sont des drones venant d'Ukraine. Et ça, eh bien, c'est probablement en partie vrai. En 2025, un drone ukrainien a frappé un immeuble résidentiel de luxe, quelque part à environ 56 km du Kremlin. Oui, 5 jours avant le défilé de la victoire. Ce n'était pas la première frappe, mais ce ne fut pas la dernière non plus. Évidemment, mais si l'on regarde attentivement les mesures de sécurité, il devient clair qu'elles ne visent donc pas seulement, ni même principalement, à se protéger de la menace extérieure. L'interdiction des transports publics pour les voleurs, c'est probablement pas à cause des drones. Oui, c'est à cause de l'empoisonnement. L'interdiction des appareils électroniques près de Poutine vise à éviter les écoutes et repérages internes, non à cause des missiles. Il utilise aussi 3 bureaux identiques pour que son entourage ignore sa localisation. Ce n'est pas à cause du drone, c'est à cause du renseignement extérieur, c'est à cause de la trahison interne. Mes amis, la règle principale de l'histoire de la Russie. Le tsar en Russie n'a presque jamais été tué par des étrangers. Le tsar en Russie était généralement tué par les siens. Enfin, les Césars aussi étaient poignardés par des Brutus. Paul Ier a été étranglé par les officiers de sa propre garde dans sa propre chambre.
Alexandre II est mort à cause d'une bombe des Narodovoltsi, mais ils ont pu s'approcher uniquement parce que la sécurité n'a pas fonctionné comme il fallait. Nicolas II a été fusillé par les siens. Selon la plupart des versions sérieuses, Staline a été empoisonné par Beria. Khrouchtchev a été écarté par ses pairs. Gorbatchev a été dupé par son entourage. Poutine connaît cette loi. Même s'il n'a lu aucun autre livre, ce livre intitulé « Comment les tyrans et les fous sont tués par les leurs », il l'a appris par cœur. La principale menace pour lui aujourd'hui n'est ni l'Ukraine, ni l'Occident, ni Saint-Pétersbourg. C'est l'élite qu'il a lui-même cultivée. La leçon de Prigojine. Et cette élite a déjà montré ses crocs. Juin 2023, la rébellion de Prigojine, la colonne du groupe Wagner. En 2 jours, il restait combien déjà ? Il ne restait que 200 km jusqu'à Moscou. Aucune armée régulière ne les a arrêtés, personne n'a même essayé. C'est l'appel de Loukachenko qui les a arrêtés. On ne sait pas ce qui a été dit, mais c'est l'appel de Loukachenko qui les a arrêtés. Poutine a violé la promesse d'immunité exactement 2 mois plus tard, il a organisé le crash de l'avion. Mais la leçon est restée. Voici la leçon. Si un homme déterminé avec 25 000 hommes armés prend le risque, Moscou ne défendra pas Poutine. Chaque général du Kremlin, chaque officier du FSB, chaque oligarque le sait maintenant. Quoi ? Techniquement, c'est possible. Psychologiquement, c'est déjà fait. Donc il y a un précédent et Poutine le sait aussi. Le successeur. Et voici maintenant le nom promis. Dans la presse occidentale, on évoque généralement 3 candidats. Mikhail Mishustin, le premier ministre technocrate, Nikolai Patrouchev, un ancien du KGB, et Dmitri Medvedev. Eh bien, de mon point de vue, c'est absurde, mais il est loyal, mais compromis, il est alcoolique, il est ceci, cela, et ainsi de suite, donc peu probable. Mais néanmoins, on le mentionne. Je pense qu'aucun d'entre eux n'est le principal candidat. Le principal s'appelle Alexei Gennadievitch. Gennadievitch Dumin. Et qui est-ce, me demanderez-vous ? J'en ai déjà parlé une fois. Ancien garde du corps personnel de Poutine, ancien chef du service de sécurité du président au sein du FSO, ancien vice-ministre de la Défense, ancien gouverneur de la région de Toula, et depuis 1924 secrétaire du Conseil d'État, c'est-à-dire un poste qui supervise toute la politique régionale du pays. Âge, jeune, 53 ans. Militaire, sportif et surtout une loyauté personnelle envers Poutine plus grande que celle de tout autre membre de l'élite. Dumin doit entièrement sa carrière à Poutine. Il n'a pas de base d'influence indépendante. Il ne fait pas partie des clans sécuritaires de Patrouchev ou de Setchine. Il est son homme de confiance. C'est exactement le même modèle selon lequel, le trio sous Eltsine a choisi Poutine en 1999 jeune, loyal, sans clan propre, lié à son protecteur. Si Poutine a la possibilité de choisir son successeur, alors ma prévision c'est Dumin. Si on ne lui donne pas cette possibilité, alors le régime collectif essaiera de maintenir le système à travers Patrouchev père, il y a aussi Patrouchev fils dans le rôle de la légende, et Mishustin, disons, dans le rôle du visage public. Et donc la lutte des clans pour le pouvoir réel. Mais le premier scénario, Dumin, est préférable pour Poutine. Et pour tout ça, je ne sais pas comment appeler ça. Famille, équipe, collectif, coopérative. Dieu seul le sait. Et maintenant, la question la plus intéressante. Est-ce que Poutine est au courant de tous les problèmes dans son entourage ? Et la réponse, cette réponse effrayante, oui. Je vais le prouver maintenant. En partie non. D'après History's Project et des analystes occidentaux, Poutine reçoit surtout des notes de renseignement de 3 personnes, principalement de Nikolai Patrouchev. Les sources ouvertes, la télévision, Internet ne lui sont pas montrées, seulement des rapports préparés. La mutinerie de Prigojine était connue du FSB 1 mois à l'avance. Il a été prévenu, Poutine n'a pas cru, on lui a rapporté que tout était sous contrôle. La principale erreur de la guerre de 2022 fut de sous-estimer l'Ukraine. Surestimation de sa propre armée. Cela est dû au fait que personne ne voulait lui dire la vérité. Tous les rapports passent pinton par un filtre. On dit ce que le patron veut entendre. En réalité, c'est une vieille maladie de l'autocratie. Plus l'autocrate est puissant, moins il est bien informé. Les subordonnés ont peur d'apporter de mauvaises nouvelles. Chacun craint de devenir responsable de ces nouvelles. Vous savez, comme on dit, on tue le messager, l'envoyé.
En conséquence, le dirigeant dans son bunker vit dans un vide informationnel. Il est entouré de rapports rassurants. Tout va parfaitement bien. Berdyaev en a parlé dans Istokov. Dans Les sources et le sens du communisme russe, le monarque devient la première victime de sa propre autocratie. Il cesse de voir le pays. Il ne voit que ce qu'on lui montre. Qui Vladimir Poutine craint-il ? Qui Vladimir Poutine craint-il ? Mais ni Volodymyr Zelensky ni Donald Trump. Et même pas des sanctions européennes. D'après toutes les informations concordantes, Vladimir Poutine a peur des siens. Plus précisément de Nikolaï Platonovitch, Patrouchev. L'aîné, ancien directeur du FSB, ancien secrétaire du Conseil de sécurité, âgé de 74 ans. Un idéologue, et ce qu'on appelle un partisan de la ligne dure. C'est comme ceux du corps des gardes, des gendarmes, des défenseurs en Iran. Patrouchev est la seule personne dans le système qui, indépendamment de Poutine, détient un véritable pouvoir. Il a construit son propre réseau au sein du FSB. Il est le principal architecte de la guerre. Et c'est crucial, il est plus dur que Poutine. Il considère que Poutine est trop mou. S'il devait y avoir un changement dans le système, ce serait très probablement Patrouchev. Par changement, j'entends bien sûr un coup d'État. Ce ne sera pas forcément un coup d'État, mais plutôt un changement de cap du système. Pas comme un conspirateur au sens classique, mais comme quelqu'un qui dira à l'élite « Ok, Vovka ne gère plus. Il faut une transition. » Et probablement personne ou presque personne ne dira un mot. C'est justement pour cela que Poutine garde Dioumine près de lui. Dioumine est un contrepoids à Patrouchev. Jeune, loyal militaire, si jamais il le faut du point de vue de Poutine, il protégera Poutine même contre Patrouchev. Et ici, mes amis, je voudrais m'arrêter. Berdyaev écrivait « Le tyran craint avant tout son propre système. Ni liberté, ni peuple, ni ennemi. Les siens. Parce que c'est lui qui les a s'élevés, créés. Il les connaît. Et puisqu'il les connaît, il les craint. Et il a appris à ses proches le chemin vers le pouvoir, les chemins qu'ils peuvent maintenant emprunter. Et ils sont eux-mêmes contre lui. Le bunker, d'ailleurs, ce n'est pas la force. Le bunker, c'est la peur. C'est la fin, pas le sommet. Tous les dirigeants russes qui se sont réfugiés dans un bunker ont quitté l'histoire en quelques années. Un dirigeant dans un bunker est un dirigeant qui a déjà perdu son pays. Il peut encore garder un contrôle formel pendant quelques années. Il peut encore signer des décrets. Mais il ne gouverne plus. Il ne voit pas, il n'entend pas. Il est entouré de gens qui mentent. Pas parce qu'ils veulent le tromper, mais parce qu'ils tiennent à leur peau. Ils considèrent leur carrière comme plus importante que tout ce qui peut arriver à cette Russie. Et chaque jour que Vladimir Poutine passe à Krasnodar, à Valdaï, dans des copies de son propre bureau, c'est un jour où la Russie s'éloigne un peu plus de lui. D'un centimètre de plus, d'un demi-mètre de plus, d'un kilomètre de plus. La bureaucratie apprend à fonctionner sans lui. L'élite apprend à négocier. Sans passer par lui, les autorités régionales apprennent à prendre des décisions sans attendre de validation. Le système lui-même apprend à vivre, ou disons-le ainsi, à vivre après Poutine. Y a-t-il une vie après Poutine ? Oui, il y en a une. Parce que Poutine s'en va déjà physiquement et psychologiquement de ce système. Il part de lui-même. Et ça, mes amis, c'est la meilleure nouvelle qui puisse venir de ce qui n'est même plus un empire, mais une sorte de cloaque du mal. Parce qu'un système qui apprend à vivre sans lui, c'est un système qui peut arrêter de faire la guerre dès qu'il ne sera plus là. Parce qu'ils rejetteront toute la faute sur lui. C'est lui, c'est lui. Et nous n'avions rien à voir avec ça. On a toujours gardé notre désaccord pour nous, c'est vrai, mais il a toujours été là. Ce système peut relancer le débat sur la paix. Dans l'histoire russe, les bunkers signifient toujours une seule chose. Un changement d'époque. Et ce changement, quelle qu'en soit la forme, sanglante ou au contraire souriante, avec le lac des cygnes ou des chars dans les rues près de la Maison Blanche ou du Kremlin. Oui, elle se rapproche chaque jour. Chaque jour passé dans les abris souterrains de Krasnodar, elle se rapproche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce programme vous a été utile, cliquez sur « J'aime ». C'est-à-dire maintenant, en russe, on aime utiliser des mots étrangers, alors cliquez sur le like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche si ce n'est pas encore fait.
et surtout de partager cette vidéo. C'était Léon Weinstein. À bientôt. Et l'histoire, mesdames et messieurs, est de notre côté.